Bon après-midi tout le monde. On est très content de vous recevoir à cet événement assez spécial en fait et qui va s'amorcer avec quelques mots de la part de notre directeur Michel Patry, suivi de M. Robert Parizeau. Et après ça, on va procéder à la présentation très longue des réussites de notre lauréat pour cette année. Donc Michel. Alors, bon après-midi, chers amis. C'est évidemment chaque année un immense plaisir pour moi d'être associé, pour l'école d'être associé aux activités du Fonds Gérard Parizeau. Alors, M. Bernard, cher professeur Bernard, M. Parizeau, Mme Parizeau, Mesdames et Messieurs, comme je le disais, c'est la 14e édition de cette conférence et la remise du prix. Ce fonds a été créé pour rendre hommage à M. Gérard Parizeau, qui est un grand universitaire et qui avait deux grandes passions. Il y en avait possiblement d'autres, mais il y en avait deux grandes intellectuellement. L'une étant l'histoire et l'autre étant les affaires économiques, les assurances, les affaires. Et donc, le Fonds Gérard Parizeau, une année sur deux, honore, reconnaît la trajectoire et la contribution exceptionnelle d'un chercheur dans le domaine de l'histoire. Et c'est l'Université de Montréal qui organise l'activité, structure le jury, etc. Et une année sur deux, c'est dans le domaine économique, dans le domaine des affaires, et c'est à HEC Montréal que ça se fait. Nous sommes évidemment très honorés de tenir cette activité, d'autant plus que il y a un lien très étroit entre la famille Parizeau et HEC Montréal. On s'enorgueillit, nous, HEC Montréal, d'avoir compté plusieurs générations de Parizeau comme diplômés. Monsieur Gérard Parizeau fut le premier diplômé de la famille. Il a maintenu une implication à l'école pendant plus de 40 années. Il a enseigné un cours pendant une quarantaine d'années. Il a créé la revue Assurance qu'il a léguée à l'école. Il a été aussi un des cofondateurs et un des premiers contributeurs à la revue L'Actualité économique que les économistes au Québec connaissent bien et qui a été une revue pionnière dans le domaine de l'analyse économique et de la théorie économique qui allait bien au-delà des chroniques. Et donc, en cela, il a contribué à former une pensée économique autonome ici au Québec. C'est un héritage extraordinaire. Donc, la remise du prix, pour nous, c'est une occasion de reconnaître son énorme contribution. C'est une occasion aussi pour nous de remercier la famille Parizeau pour sa confiance et pour sa générosité, parce que ça nous permet donc de remettre le prix qui est remis cette année à un chercheur dont la contribution exceptionnelle porte sur le domaine de la gestion des ressources naturelles. Donc, à chaque édition, le comité du Fonds Gérard Parizeau identifie un domaine pour lequel on va remettre le prix. D'ici quelques minutes, nous aurons le plaisir d'entendre la conférence du récipiendaire du prix pour l'année 2014, le lauréat 2014, qui est le professeur Jean-Thomas Bernard, qui est professeur invité au département de sciences économiques de l'Université d'Ottawa. Alors voilà, de nouveau, je veux vous dire à quel point à HEC on est fiers de ça. C'est pour nous un grand honneur. Je veux remercier Robert Parizeau, la famille Parizeau, pour sa confiance renouvelée, et je cède la parole à M. Parizeau. Monsieur le directeur de HEC Montréal, Monsieur Bernard, Mesdames, Messieurs. Après le décès de notre père, mon frère Jacques et moi-même avons créé le Fonds Gérard Parizeau en collaboration avec l'Université de Montréal et HEC Montréal. Le comité responsable du Fonds Gérard Parizeau est constitué de représentants de HEC Montréal, de l'Université de Montréal et de membres de la famille Parizeau.
Chaque année, ce comité détermine les règles de l'attribution du prix et désigne les membres du jury. Un peu d'historique, parce que c'est même le 14e prix qui est donné cette année. Le premier prix fut attribué en l'an 2000 dans le domaine de l'assurance au Québec, dans la foulée ou dans la continuité du travail de Gérard Parizeau. Le récipiendaire fut M. Jean-Marie Poitras, le fondateur du groupe La Laurentienne. C'est lui qui a amorcé le processus de consolidation de l'assurance de dommages au Québec et au Canada. Et l'un des premiers qui a regroupé sous un même toit des entreprises œuvrant dans les secteurs de l'assurance de dommages, de l'assurance vie et de la banque. À partir de 2001, le comité a décidé que le prix serait décerné à des universitaires dans des créneaux déterminés annuellement, toujours en alternant les champs de l'histoire et de l'économie. C'est ainsi qu'en 2001, en filiation avec les ouvrages de Gérard Parizeau, l'histoire du 19e siècle québécois a été choisie. Le jury consacra les travaux du professeur Gérard Bouchard, historien à l'Université du Québec à Chicoutimi. En 2002, nous sommes revenus à l'assurance et à la gestion des risques. Le prix fut attribué au professeur Georges Dionne de HEC Montréal. Le comité s'est tourné en 2003 vers le champ de l'histoire économique et sociale du Québec. C'est le professeur Brian Young du département d'histoire de l'Université McGill qui en fut le récipiendaire. 2004, le Fonds a voulu reconnaître une contribution exceptionnelle dans le domaine de la politique économique. Le lauréat fut le professeur Bernard Fortin du département économique de l'Université Laval. L'année suivante, le comité s'est intéressé au champ de l'histoire des sciences au Québec. Le lauréat fut le professeur Yves Gingras du département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. La stratégie d'entreprise fut le thème retenu pour 2006. Le prix fut accordé au professeur Henry Mintzberg de l'Université McGill. À l'occasion du 100e anniversaire de HEC Montréal, le sujet retenu fut celui des technologies de l'information et le récipiendaire fut la professeure Suzanne Rivard de HEC Montréal. En 2008, souhaitant faire écho aux 400 ans de la fondation de la Ville de Québec, le prix devait être attribué à un chercheur dont les travaux portaient sur l'histoire du rayonnement de la société et de la culture française en Amérique du Nord. Le lauréat fut M. Denis Vaugeois, historien et éditeur. Pour le 10e anniversaire, le comité a choisi le domaine du transport et le lauréat fut le professeur Gilbert Laporte de HEC Montréal. 2011, nous sommes revenus à l'histoire et le prix a été attribué à l'historienne de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Lucia Ferretti, pour ses travaux sur l'histoire du phénomène religieux de la Nouvelle-France jusqu'au Québec contemporain. C'est le professeur émérite de l'Université Laval, Edwin Bourget, qui fut le lauréat en 2012 pour sa contribution à la gestion des services publics et plus particulièrement la gestion dans le milieu universitaire. Enfin, l'an dernier, le prix Gérard Parizeau a été décerné au professeur Denis Delage pour ses travaux sur l'histoire des Autochtones de la Nouvelle-France et du Québec. Cette année, comme l'a dit le directeur, le comité a choisi le domaine de la gestion des ressources naturelles et je laisserai au professeur Daniel Parent, responsable des activités du Fonds Gérard Parizeau à HEC Montréal, le soin de vous présenter notre lauréat. Monsieur Parent. Merci, M. Parizeau. Le jury était constitué de membres de la famille, naturellement, de représentants des deux partenaires, HEC Montréal et l'Université de Montréal.
et d'experts du domaine qui pouvaient juger un dossier, juger de la qualité générale du dossier, eu égard au thème choisi. Donc, le jury, cette année, était constitué de Jacques Parizeau, professeur honoraire à HEC, ce qu'on a peut-être tendance à oublier parfois, étant donné le reste de ses activités. Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Jean-Yves Duclos représentait le département d'économique de l'Université Laval. Pierre-Carl Michaud, le département d'économique de l'École des sciences et gestion de l'UQAM. Carmine Napi est un professeur honoraire à HEC, a œuvré très longtemps à HEC comme prof avant d'aller dans le secteur privé. Élie Saeb, vice-président exécutif de technologie chez Hydro-Québec. Roch Chouinard, doyen et vice-directeur adjoint aux études supérieures à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Ainsi que moi-même, Daniel Parent, professeur titulaire au département d'économie appliquée de HEC Montréal et coprésident du comité de coordination et du jury. Étant donné ce que je viens de dire à propos de mon rôle comme coprésident du comité de coordination et membre du jury, ça me gêne un peu de dire la phrase suivante, c'est que les coprésidents ont été impressionnés par la qualité des membres du jury et les remercie pour leur excellent travail. Toute candidature a été proposée par une personne autre que le candidat et appuyée par 2 autres personnes. Le dossier devait mettre en valeur, évidemment, la contribution de la personne en termes de ses contributions au domaine de la gestion des ressources naturelles, les contributions écrites, mais aussi ça incluait des contributions qui pouvaient être non écrites, comme par exemple l'intervention dans le domaine de la politique publique. Le 22 mai, nous nous sommes réunis, on a reçu toutes les candidatures et je ne sais pas si M. Parizeau sera d'accord avec moi, on a été fort impressionnés par le nombre et la qualité des dossiers qu'on a reçus pour l'attribution du prix cette année. On était vraiment très gratifiants d'avoir soulevé autant de fortes candidatures, ce qui rend le récipiendaire encore plus méritoire de l'avoir remporté. Donc, après discussion, nous avons passé au vote secret et le lauréat s'est avéré être Jean-Thomas Bernard, professeur visiteur à l'Université d'Ottawa. Je vais vous présenter un peu Jean-Thomas. Naturellement, comme tout prof rendu à ce stade de sa carrière, ça pourrait prendre beaucoup de temps, naturellement, de passer à travers toute la liste. Je vais résumer les éléments importants. Titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université d'Ottawa et d'un doctorat de l'Université de Pennsylvanie. Jean-Thomas a commencé sa carrière à l'Université Queen's pendant 3 ans comme prof, avant de passer les 35 années suivantes, si je me souviens bien, c'est ce que tu disais tantôt, à l'Université Laval, au département d'économique. Et maintenant, il est professeur invité à l'Université d'Ottawa. Entre autres titres qu'il a tenus aussi le long de sa carrière universitaire, il a été professeur visiteur à l'Université de la Colombie-Britannique. Il a été Research Fellow à la John F. Kennedy School of Government à Harvard et prof visiteur aussi à l'Université Cornell. Et il y a d'autres aussi éléments qui s'ajoutent, comme c'est la tradition dans le cas d'une longue et fructueuse carrière universitaire. Il était titulaire de la chaire en économie de l'énergie électrique de l'Université Laval de 1999 à 2008, membre de la Société royale du Canada depuis 2009 et, élément capital, il a été nommé personnalité 2010 de l'Amicale du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Sur ce, j'ai le grand honneur d'inviter mon ancien professeur, un de mes anciens professeurs, M. Jean-Thomas Bernard, le lauréat du prix Gérard Parizeau 2014, à venir nous livrer sa conférence « Tarification et nationalisation de l'électricité en 1962 ». Tu sais comment initier. Oh, c'est déjà fonctionne. OK. C'est beau. C'est un très grand plaisir d'être ici avec vous ce soir, de voir beaucoup de visages qui me sont familiers, mais aussi les circonstances qui nous amènent à cette rencontre. Alors, c'est une opportunité qui arrive rarement dans la vie, et évidemment, ça me fait chaud au cœur. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est surtout de nature économique, mais qui aussi chevauche un peu l'histoire. Alors, j'espère que je n'empiéterai pas sur le terrain des autres récipiendaires, mais ce sera un peu à la frontière. Donc, lorsqu'on regarde les débats qui ont entouré la nationalisation de l'électricité en 1962, force est d'admettre que la tarification n'a pas été un enjeu.
Hein. Lorsqu'on regarde les nombreux ouvrages qui ont été écrits par la suite, la tarification comme telle, c'est-à-dire sur quoi baser les prix, quels seraient les objectifs à poursuivre et ainsi de suite, ça a été un sujet relativement mineur. Comme nous allons voir, il y a eu des sujets qui ont été abordés qui avaient des implications tarifaires. D'ailleurs, ces implications-là sont toujours présentes aujourd'hui. Mais le point de départ, c'est pourquoi, effectivement, la tarification n'a pas attiré plus d'intérêt. Parce que la tarification, pour toute entreprise dans le secteur de l'électricité, c'est un élément clé. À cause des implications que ça a pour les consommateurs, pour la santé financière de l'entreprise et aussi pour les politiques que le gouvernement veut bien appliquer dans ce secteur-là. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement, on n'a pas porté davantage attention? Maintenant, pour analyser ce sujet, donc voici l'ordre de la présentation, pour ceux qui voudraient effectivement suivre le cheminement du développement. Je vais m'appuyer sur un document qui avait été préparé par les hauts fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles. À l'époque, je crois que ça s'appelait le ministère des Richesses naturelles. Et ça a été préparé, évidemment, à la demande du ministre, M. René Lévesque, pour faire une présentation au premier ministre et aussi au Conseil des ministres. Alors, il n'y a pas eu de livre blanc qui a été publié à l'époque. C'est simplement un document interne. Il y a une petite anecdote au sujet de comment j'ai mis la main sur ce document-là. À la fin des années 70, il y avait une brave jeune fille qui rédigeait son mémoire de maîtrise sur Hydro-Québec. Et elle voulait s'intéresser effectivement à la nationalisation, et ça avait eu lieu 15 ans avant. Alors, elle se donnait comme sujet quels étaient les objectifs qu'on avait poursuivis et aujourd'hui, où est-ce qu'on en était, 15 ans plus tard, hein, par rapport aux objectifs qui avaient été recherchés. Donc, un sujet tout à fait raisonnable. Alors, évidemment, on ne voulait pas commencer avec des sources secondaires. On voulait retourner aux sources premières. Et donc, il n'y avait pas eu de livre blanc. Mais on s'est dit il doit y avoir des documents quelque part sur lesquels on s'est appuyé pour cette étape, cette politique relativement importante dans l'histoire du Québec. On a fait visite à l'Assemblée nationale, également au ministère des Ressources naturelles. Pas de traces. Alors, dans le milieu universitaire, il y a parfois des coïncidences. Il y avait une autre brave étudiante du nom de Suzanne Lévesque, dont l'oncle était passé de ministre des Ressources naturelles à premier ministre. Alors, on lui a dit, écoute, demande donc à ton oncle, effectivement, s'il se rappelle les documents qu'ils ont eu sous la main. Et surtout, qu'est-ce qui était devenu de ces documents-là? Alors, on connaît, je pense, un peu la nature brouillon de M. Lévesque. Il dit, une fois que c'était terminé, ça a été laissé sur la table là, puis il dit, c'est parti, ça. Donc, il dit, par contre, il dit, il y en a un qui était bon à ramasser ça. Là. Il dit, son nom, c'était M. André Marié. Il dit, s'il y a un qui sait où c'est lui. Alors, évidemment, on contacte M. André Marié, qui était un haut fonctionnaire. Et effectivement, c'était dans son sous-sol. Alors, on a eu un document qui sentait un peu le moisi, le vieillot, mais... alors, je ne sais pas s'il existe d'autres copies ailleurs, mais c'est bel et bien ça. Alors, c'est ce que je vais utiliser principalement comme document pour l'analyse qui suit. Il faut se rappeler un peu quel était l'état du secteur de l'électricité au Québec en 1960. Il y avait une multitude d'organisations. Ça allait évidemment de la commission de Hydro-Québec qui avait suivi la nationalisation de 1944, la nationalisation de ce qui s'appelait le Montreal Heat, Light and Power.
et aussi du barrage de Beauharnois. Donc, il y avait une grande société publique. Il y avait surtout une grande société privée, du nom de la Shawinigan Water and Power, qui avait pris ses origines le long du Saint-Maurice, mais qui aussi desservait d'autres entreprises affiliées, comme la Southern Power, la Québec Power et d'autres organisations. Mais il y avait aussi des entreprises industrielles qui avaient développé des sites hydroélectriques à leur propre fin, mais aussi desservaient les municipalités avoisinantes, particulièrement l'Alcan. Mais il y avait aussi des municipalités qui faisaient surtout de la distribution, la plus grosse étant Sherbrooke, qui a toujours son réseau de distribution. Et il y avait des coopératives, il y avait même des individus qui avaient développé de très petits barrages et desservaient une dizaine de clients. Tout ça pour dire qu'il y avait aussi une très grande diversité dans les tarifs sur le territoire. La brave jeune fille, là, Mme Ghislaine de Tilly, a recensé plus de 80 tarifs qui étaient pratiqués au Québec. Alors, il y avait une très grande variété et de très grands écarts entre les régions. Très, très grands écarts. Soit dit en passant, oui, effectivement, les régions à bas tarif, évidemment, c'est où il y avait des ressources hydroélectriques en abondance et qui avaient été développées. Et les régions où les tarifs étaient élevés, c'est où il n'y avait pas, effectivement, ces ressources. On pense particulièrement à l'Abitibi, la plaine d'Abitibi, et aussi la Gaspésie, où, effectivement, il y a peu de sites qui sont propices au développement d'installations hydroélectriques. Donc, à travers cette multitude d'organismes, alors, il est apparu très tôt les désavantages que cette situation avait créés. On peut voir ici, évidemment, il y avait une absence de coordination dans les investissements. Chacun voulait les développer pour ses besoins à lui. Les rivières desservaient parfois plus qu'un seul usager là, en termes de développement. Donc, il y avait de la difficulté à se coordonner dans l'usage des eaux. La multiplication des coûts fixes. Évidemment, j'ai déjà mentionné qu'on était très loin de l'uniformisation des tarifs. Et aussi, les entreprises privées au Québec payaient l'impôt sur le revenu des corporations au fédéral. Alors que dans les autres provinces, je vais y revenir, qui avaient déjà nationalisé les installations, ne payaient pas d'impôt sur le revenu des corporations. Donc, très tôt, après 2-3 pages, il est apparu que la nationalisation était la solution. Or, la nationalisation en 1962 n'a pas eu à peu près d'impact en ce qui a trait à la législation parce que Hydro-Québec existait déjà. Ça s'appelait la Commission hydroélectrique du Québec. Et il y avait déjà un cadre réglementaire et un cadre tarifaire qui s'appliquait. Donc, la nationalisation de 1962, ça peut être perçu simplement comme l'extension des activités d'Hydro-Québec à l'ensemble du territoire. Donc, il n'y a pas eu de modification en ce qui a trait à la base tarifaire. Mais évidemment, Hydro-Québec étant la production d'électricité étant une activité commerciale, il fallait des tarifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est simplement continuer d'appliquer les règles qui avaient été développées en 1944. Donc, la question des tarifs en 1962, c'était déjà réglé. Et donc, comme tel, ça n'a pas fait l'objet de discussions particulières. Maintenant, encore une fois, c'est une activité commerciale et il fallait avoir des tarifs. Et donc, il faut revenir à 1944 pour voir quelle était le principal orientation tarifaire qui avait été choisie à ce moment-là. Alors, j'aimerais ici vous citer l'article... bon, on a déjà... faut dire que... Bon, la nationalisation à travers les provinces, ça s'est fait de façon très graduelle au Canada. Il n'y a pas eu un blitz, là, il n'y a pas eu un mouvement très rapide, un thème qui a coïncidé à travers les provinces. Non. Chaque province a nationalisé
son secteur dans des contextes tout à fait différents. Pour des raisons tout à fait différentes. Et le Québec, il y a 2 exceptions. L'Alberta n'a jamais nationalisé. Une autre exception très mineure, l'île du Prince-Édouard n'a jamais nationalisé non plus. Mais toutes les autres provinces ont nationalisé. Et la première à se lancer dans cette aventure, c'est l'Ontario en 1906. Alors, en 1962, on avait déjà pas mal un bagage en ce qui a trait aux opérations d'entreprises publiques dans le secteur de l'électricité au Canada. Et c'est ni plus ni moins l'expérience pionnière de l'Ontario qui a servi comme guide à peu près partout. Donc, le Québec a été la dernière province à nationaliser son secteur à peu près en même temps que la Colombie-Britannique, pour des raisons complètement différentes. Parce qu'en Colombie-Britannique, on avait qu'on pourrait considérer aujourd'hui un gouvernement provincial de droite, M. Bennett. Alors, M. Bennett qui a nationalisé le secteur de l'électricité. Encore une fois, pour des raisons locales très pratiques. On venait de compléter le traité de la rivière Columbia. Donc, ça va amener un accroissement de la capacité de production en Colombie-Britannique. Et M. Bennett voulait voir aussi un développement se réaliser dans le nord-est de la province, sur la rivière Peace River. Et le producteur privé a dit, écoutez, je ne manque pas d'électricité, je ne vois pas pourquoi j'irais développer ça. Alors, il a dit, si tu ne veux pas le développer, moi, je vais le faire. Il a nationalisé et il l'a fait. Donc, les contextes sont très différents d'une province à l'autre. Il n'y a pas eu de thème idéologique unificateur derrière ça. Non, c'est des circonstances tout à fait spécifiques à chacune des provinces. Donc, si on revient en 1944, un monsieur Lapointe, Ernest Lapointe, qui avait présidé une commission sur le secteur de l'électricité au Québec, a recommandé à M. Godbout, M. Louis-Philippe Pigeon, pour rédiger la loi sur la nouvelle commission hydroélectrique du Québec. Alors, je vais quand même vous citer quelle était la mission de cette nouvelle société. C'est un texte d'une limpidité et simplicité exemplaire. Il faut dire que M. Pigeon, par après, est devenu juge à la Cour suprême du Canada. Alors, le monsieur savait écrire. Je lis l'article 22. La Commission a pour objet de fournir l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles et commerciales et aux citoyens de cette province au taux le plus bas, compatible avec une saine administration financière. Elle doit établir les tarifs applicables à chaque catégorie d'usagers, suivant le coût réel de service fourni à cette catégorie, en autant que cela est pratique. Donc ici, sur l'angle économique, lorsqu'on regarde ça sur l'angle économique, ce qu'il recommande, c'est la tarification au coût moyen. On veut le coût moyen le plus bas et on base les tarifs sur ces coûts-là, qui sont répartis. Le coût moyen est réparti sur les classes d'usagers, résidentiels, commerciales, industriels, selon les caractéristiques de la consommation de ces groupes. Et c'est ce qui a prévalu. Donc, pour savoir comment calculer les tarifs, on a simplement qu'à prendre en compte les coûts qui sont pris en considération à cette étape-là. Évidemment, il y avait les coûts d'opération, la dépréciation du capital, les intérêts sur la dette. Hydro-Québec, à ce moment-là, payait des redevances sur l'usage de l'eau pour fin de production d'électricité. Par contre, Hydro-Québec ne payait pas d'impôts, la Commission ne payait pas d'impôts sur le revenu des corporations parce que c'était une société d'État provincial. Mais la sécurité financière était assurée par 2 critères qui avaient des implications tarifaires. C'est que les 2 critères étaient que Hydro-Québec ne peut pas emprunter pour payer les intérêts sur la dette. Donc, elle doit avoir des revenus courants qui sont suffisamment importants pour rencontrer toutes ses obligations à l'égard de ses emprunts. Et deuxièmement, le deuxième critère, c'est qu'elle doit financer à partir de ses revenus courants 25% de ses immobilisations. Donc, c'est ça qui assurait que Hydro-Québec avait une santé financière. Il n'y a pas d'objectif de rendement qui était imposé sur l'avoir propre de l'entreprise. Il n'y avait pas de... donc, ça, c'était la base pour déterminer le coût total en vérifiant, en plus, les 2 critères financiers que j'ai mentionnés. Maintenant,
Hydro-Québec confectionnait elle-même les tarifs. Et c'est le gouvernement qui, par après, les approuvait. Le gouvernement aussi garantissait les emprunts réalisés par Hydro-Québec. Donc, si on revient ici, ce qu'on pourrait appeler le principe de base, c'est que la tarification s'appuie sur le coût moyen. Maintenant, parce que c'était une entreprise d'État, ça ne veut pas dire que Hydro-Québec était limité à la tarification selon le coût moyen. Disons, nous, les économistes, en général, on recommande d'établir les tarifs en fonction du coût marginal. Maintenant, dans le secteur de l'électricité, ce volet-là, à l'époque, n'était pas très développé, mais il y avait un jeune ingénieur français du nom de Marcel Boiteux qui, lui, avait développé des formules qui s'appuyaient sur, encore une fois, le coût marginal de consommation comme base tarifaire. Il faut dire, comme vous le savez, que la demande pour l'électricité est très variable dans le temps. Il y a des phénomènes quotidiens, il y a des phénomènes de saison, il y a des phénomènes de journée, fin de semaine, semaine de travail, et ainsi de suite. Donc, la demande varie tout le temps. Par contre, l'électricité a cette caractéristique qu'elle doit être produite au moment où elle est consommée. On peut entreposer de l'électricité dans des quantités infimes dans les batteries. Aussi, ici au Québec, on peut en entreposer indirectement à travers les barrages. Mais au moment où on l'utilise, Hydro-Québec est en train de la produire, exactement à ce moment-là. Donc, lorsqu'on est arrivé ici, on a dit à quelqu'un, Hydro-Québec, produisez un peu plus. Lorsqu'on va quitter la salle, on va leur dire, réduis un peu ta production. Donc, la demande est très variable et une grande partie des coûts dans le secteur de l'électricité est reliée à la capacité, soit à la capacité de production, soit à la capacité du réseau de transport et aussi à la capacité du réseau de distribution. Donc, c'est clair que ceux qui poussent la demande à la hausse sont en général responsables de l'expansion du réseau. Or, lorsqu'on tarife au coût moyen, ce phénomène-là n'est pas pris en considération. Donc, M. Boiteux a développé ce qu'on appelle la tarification de la demande selon la pointe, pour refléter la variabilité dans les coûts de production. Or, M. Boiteux, par après, est devenu président de l'Électricité de France. Donc, il a eu l'opportunité d'appliquer les formules qu'il avait dérivées dans sa jeunesse. Mais au Québec, à ce moment-là, ce sujet-là n'a pas été abordé. Ce n'est pas très surprenant. Encore une fois, ici, la nationalisation au Canada, elle doit ses origines à l'Ontario, particulièrement M. Adam Beck, que M. Pigeon avait eu l'opportunité de rencontrer antérieurement aux travaux qu'il a fait pour Hydro-Québec, là, pour la création d'Hydro-Québec. En effet, le Québec et l'Ontario partagent l'usage du bassin de la rivière Outaouais pour faire de production électrique. Or, M. Pigeon avait participé à ces délibérations-là et avait eu l'opportunité de rencontrer M. Beck. Et on pense que c'est là qu'il a appris comment réglementer une entreprise d'État. Donc, pas de tarification au coût marginal et ça n'a pas été modifié depuis 1962. Mais même si on avait une tarification selon le coût moyen, ça avait des implications. Et les auteurs du document là, étaient bien conscients. Encore une fois, il y avait une préoccupation particulière aux régions pauvres en électricité et une façon, évidemment, de les avantager, c'était de pratiquer une tarification uniforme sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'on applique une tarification qui est uniforme sur l'ensemble du territoire, c'est certain que les territoires où les coûts sont élevés, ils vont avoir des prix plus faibles qu'antérieurement. Par contre,
L'autre volet, c'est que les territoires où les prix étaient relativement faibles vont voir leurs tarifs augmenter. Peut-être c'est un jugement un peu sévère à porter, mais depuis cette étape, la grande région de Shawinigan a connu un long déclin. Parce qu'antérieurement, il y avait les tarifs les plus bas au Québec. Une fois que tu uniformes les tarifs, tu viens de perdre ton avantage par rapport aux autres régions. Donc, la tarification, on pratique toujours la tarification selon le coût moyen pour l'ensemble du territoire. Maintenant, les auteurs du document avaient aussi envisagé que l'on puisse utiliser la tarification de façon stratégique pour fin de promotion industrielle. Alors, je vais lire encore une fois parce que je trouve ces textes-là très éclairants, simplement par leur formulation. Alors, et je cite, « En comparaison avec la politique de décentralisation industrielle du gouvernement, l'Hydro-Québec pourrait offrir aux industries des prix de vente en dessous du prix de revient dans les endroits à développer. » Donc, disons, alors, ces ventes en dessous du coût de revient ne se conçoivent évidemment que pour fin d'expansion économique. Il faudrait également que le déficit total qu'elles apporteront puisse être compensé par des augmentations de prix à l'industrie dans les endroits où les tarifs sont en dessous du niveau concurrentiel. Donc, si on pense qu'il y a d'autres industries qui ne seraient pas trop affectées de façon négative par ça, peut-être qu'on pourrait, eux, leur augmenter les tarifs. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors, ils disent, écoutez, c'est certain que si on va en bas du prix de revient, on a des pertes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème des pertes? Alors, ils disent, évidemment, il faudrait autoriser Hydro-Québec à accumuler des déficits. Parce que selon la conception que les tarifs doivent couvrir l'ensemble des coûts, non, là, c'est plus ça. Donc, ils ont dit qu'il faudrait peut-être reconnaître qu'ils pourront couvrir des déficits. Ils pourront avoir des déficits. Cependant, on ne peut pas avoir des déficits de façon indéfinie. Il faudrait mettre un plafond sur ces déficits-là. Et on dit, le gouvernement pourrait autoriser Hydro-Québec, le gouvernement pourrait compenser pour les pertes subies, lorsqu'on atteint le maximum, soit par un subside direct, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de transfert d'argent du gouvernement vers Hydro-Québec. Mais ça va être envisagé. Soit du 100%, c'est à peu près pas pratiqué ailleurs aussi dans le Canada. Il y a quelques exceptions. Mais donc, si on avait suggéré peut-être que le gouvernement devrait subventionner Hydro-Québec pour faire ça. Et le deuxième point, c'est celui qui a été retenu. On pourrait peut-être réduire les taxes et redevances que Hydro-Québec paie au gouvernement. Donc, les redevances sur l'hydro, que Hydro-Québec payait en 1944, sont venues à terme en 1962. Il y a eu une longue période où Hydro-Québec n'a pas payé de redevances pour l'usage des eaux à fin de production d'électricité, alors que c'est le cas dans la plupart des provinces. Et maintenant, on va y revenir, c'est revenu, ça. Donc, on était bien conscient que la tarification, c'est un outil qui peut être utilisé à différentes fins de promotion économique, là, soit régionale ou industrielle. Maintenant, ça, c'est la situation en 62. Depuis, le gouvernement a apporté des modifications au cadre tarifaire et a introduit de nouvelles taxes. Donc, c'est venu de façon très graduelle dans le temps. D'abord, il y a une taxe en 73 qui est ça s'appelle une taxe sur les services publics. C'est pas unique à Hydro-Québec. Les distributeurs de gaz métro, et aussi les services de télécommunication paient cette taxe-là. Ici, les chiffres que vous voyez, c'est pour 2013. En 81, là, ça a été très important, on a modifié la loi d'Hydro-Québec pour permettre de verser un dividende directement au gouvernement.
Donc, antérieurement, il n'y avait pas de dividendes qui étaient payés au gouvernement. Et là, on a créé cette possibilité-là. Cependant, il y a une longue histoire derrière ça, initialement, il n'y avait pas d'objectif de rendement. Donc, Hydro-Québec, mais Hydro-Québec devait toujours respecter les 2 critères financiers que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'histoire de la couverture des intérêts de la dette et aussi de financer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réalisé leur plan d'investissement et tout, ils ont coordonné ça de sorte qu'ils se maintenaient très, très près de ces 2 critères-là. Donc, il n'y avait plus d'argent à distribuer. Alors, Hydro-Québec a été pendant des années, il distribuait de très faibles montants pour une entreprise de cette taille. 8-10 millions, c'était marginal. Mais en 2013, par après, ça fait à peu près une dizaine d'années, là, la situation a changé. Et en 2013, ils ont quand même versé tout près de 2 milliards comme dividende au gouvernement. Évidemment, le seul actionnaire, c'est le ministre des Finances. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les obligations émises par Hydro-Québec sont garanties par la province. Depuis 1992, le gouvernement charge un frais et ça rapporte pas loin de 200 millions par année, ça. Une étape importante, ça a été en 1996, on a créé la Régie de l'énergie. Il faut dire qu'ici au Canada, on a eu principalement des sociétés d'État, mais aux États-Unis, non. On a eu surtout des sociétés privées qui étaient réglementées par des commissions publiques. Une Régie de l'énergie. Donc, depuis 1996, Hydro-Québec est soumise à la réglementation de la Régie. Petite faute, là. La Régie de l'énergie. Donc, là, la Régie détermine les prix sur la base du coût moyen, encore une fois, mais il y a quand même des objectifs de rendement à rencontrer pour les actifs qui sont soumis au pouvoir du régisseur, en particulier le transport et la distribution. Donc, ce n'est plus le gouvernement qui approuve les tarifs. Depuis 1996, c'est la Régie de l'énergie. Et depuis 2006, Hydro-Québec, maintenant, paie une redevance pour l'usage de l'eau à fin de production hydroélectrique, et ça rapporte environ 600 millions. Cependant, ça ne fait pas partie de la base tarifaire. Les autres coûts que j'ai mentionnés, évidemment pas les dividendes, mais les autres coûts que j'ai mentionnés, ça fait partie de la base tarifaire, donc on paie ça dans nos tarifs. Les redevances sur l'eau sont payées sur les revenus nets avant distribution du dividende. Donc, ça n'a pas d'impact. Et le gouvernement s'en sert pour alimenter ce qui s'appelle le fonds des générations, pour le remboursement de la dette du Québec. Maintenant, il y en a un qui est oublié ici, c'est en 2010 ou 2012, le gouvernement a créé un fonds de développement du Nord qui est payé, alimenté par Hydro-Québec. Présentement, c'est 10 millions. Si jamais le plan Nord prenait plus d'envergure, c'est bien possible qu'Hydro-Québec soit appelé à contribuer davantage. Maintenant, pour donner quelques idées sur l'ampleur du changement. Évidemment, en 1962, Hydro-Québec la valeur du dollar était beaucoup moindre, puis Hydro-Québec desservait juste l'île de Montréal à l'époque. Mais ils payaient des taxes à la province, et ils ont payé, en 1960, ils ont payé 6,4 millions en taxes, à peu près égal. Il y avait la taxe sur les redevances hydroélectriques, et aussi il y avait une taxe sur la production de l'électricité qui s'appliquait à tous les producteurs, et ça s'appelait taxe pour le progrès en éducation. Alors, mais ils ont eu des revenus de pas tout à fait 10 millions, donc c'est à peu près 7% des revenus qui étaient payés en taxes à ce moment-là. Aujourd'hui, lorsqu'on additionne toutes ces choses-là, on arrive avec la rondelette somme, je crois, de 3,3 milliards, et l'année dernière, Hydro-Québec a eu des revenus qui s'approchaient de 13 milliards. Dans les taxes, c'est quand même 26% aujourd'hui des revenus d'Hydro-Québec. Donc, ça a changé dans le temps. À l'époque, ça n'avait pas été présenté comme une évolution potentielle, mais c'est ce qui est arrivé dans le temps.
Maintenant, pour terminer, au début des années 80, à travers les travaux d'une brave jeune fille, Marie-Josée Châtel, qui a fait carrière à Hydro-Québec, on avait calculé les coûts marginaux de fournir l'électricité aux clients résidentiels, commerciaux et industriels selon les périodes de consommation. Donc, en prenant en compte la pointe, hors pointe et l'intermédiaire. Donc, on avait fait ça, je crois, assez sérieusement pour que ça puisse être publié dans des revues académiques. Et ça allait bien. Or, à travers le temps, j'ai évidemment tarifé selon le coût marginal, ça a amené Hydro-Québec à récolter davantage de profit, parce que là, la demande pour l'électricité est quand même relativement inélastique. Donc, ça leur permettait de récolter beaucoup plus de profit. Puis, on pensait que ce serait un aspect attrayant pour le gouvernement. Or, on a fait quelques petits voyages dans le temps. J'ai fait quelques petites présentations au ministère des Ressources naturelles à Québec. J'ai jamais réussi à convaincre personne dans la boîte. Et aussi, je n'ai jamais réussi à convaincre le ministre des Finances, qui pourrait utiliser ça comme pour faire augmenter le deuxième point là. Donc, c'est un peu, disons, ça nous a intrigué un peu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour une idée pareille? Faut dire aussi, j'ai oublié de mentionner ça, qu'il y a un interfinancement au Québec en faveur du résidentiel, particulièrement au détriment de la petite industrie, l'institutionnel et le commercial. Alors ça m'a toujours intrigué pourquoi c'est comme ça. Mais c'était déjà là en 1962. Donc Hydro-Québec, lorsqu'ils ont été créés pour l'île de Montréal, ils ont tout de suite appliqué ça, puis ça restait là. Donc si je reviens à mon histoire, pourquoi que la tarification au coût marginal n'a jamais suscité d'intérêt au Québec, il n'y a jamais un parti politique qui a mis ça dans son programme. Donc, c'est indépendant du parti politique, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Alors, en se penchant sur la question avec un étudiant collègue, par après, Michel Rolland, on a vu que ce qu'on appelle le voteur médian au Québec, il aime ça. Parce que le terrain du voteur médian, c'est celui qui détermine... qui est décisif dans une élection où on vote sur un seul sujet. Là. Donc, c'est le 50 plus 1. C'est celui qui est le 1 qui fait... Et donc, c'est certain que si on tarifait au coût marginal, ça augmenterait les tarifs. Et ici, au Québec, augmenter les tarifs avec l'idée qu'on pourrait peut-être baisser l'impôt sur le revenu des individus, qui est très progressif, c'est pas un message politique qui est vendeur. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour la question, ça va rester comme ça. Maintenant, un argument qui a été longtemps utilisé pour ne pas supporter la tarification selon le coût marginal, c'est qu'on disait, écoutez, c'est difficile à mesurer, puis ça coûte cher à installer des instruments de mesure pour ça. Or, aujourd'hui, on a des compteurs intelligents qui font ça. Mais ça n'a pas suscité plus d'intérêt pour la tarification au coût marginal. Pas pour autant. Alors, donc, ça ne changera pas ici au Québec. C'est très simple. Parce qu'ici au Québec, évidemment, la pointe survient en hiver. C'est ça qui est le facteur principal de la pointe. Aujourd'hui, la pointe au Québec, dans les dernières années, je crois que ça a été de l'ordre de 39-40 000 mégawatts. En période estivale, lors de la Saint-Jean-Baptiste ou la Confédération, la demande sur le réseau est de l'ordre de 20-22 000 mégawatts. Donc, il y a un très, très grand écart entre l'hiver et l'été. C'est si fort en hiver, c'est à cause du chauffage. Alors, est-ce qu'il y a un gouvernement qui va augmenter les tarifs aux clients résidentiels pour refléter le coût marginal de fourniture alors qu'une partie importante de l'électricité au Québec va vers le chauffage? 85% des résidences au Québec se chauffent à l'électricité, ce qui est relativement unique, ça, dans le monde à l'égard pour du monde qui vit dans un climat comme le nôtre. Donc, je ne pense pas que le compteur intelligent va vraiment changer la donnée économique et politique au Québec à l'égard de la tarification. Merci. Merci, Jean-Thomas. Donc, s'il y a une période de questions, si les gens ont des questions, il y a des micros ici. Je vous demanderai je vais vous passer le micro. Et Michel, pourrais-tu charger du micro sur le coin de ta table s'il y a des questions de ton côté? On parle comme ça au directeur de l'école ici à HEC.
Je parle assez fort, je crois. C'est que ça ne sera pas enregistré, c'est ça le problème. Okay. Bon, ma question est... Oui. Ma question est simple, c'est est-ce qu'en Ontario ou ailleurs, on fait la tarification au coût marginal? En Ontario. C'est douloureux, monsieur. Seulement en Ontario? Au Canada, je pense pas qu'il y a ailleurs que l'Ontario. En Ontario, on a la tarification horaire. Il faut dire que ici, on a une dotation hydroélectrique exceptionnelle. Bon, à cause de mes nouvelles fonctions, je fais face aux tarifs de l'Ontario. Et les tarifs en Ontario sont 70 % plus élevés qu'au Québec. Donc, où je demeure par rapport où ma fille demeure, différence de 70 %. Le tarif, il est variable. C'est la formule de M. Boiteux. Et il varie le jour, la nuit, les fins de semaine, l'été, l'hiver. Ouais. L'Ontario, comme la France, a beaucoup de nucléaire. Oui, 50 % de l'électricité est d'origine nucléaire, oui. Je viens de comprendre pourquoi j'avais froid souvent quand je demeurais en Ontario. Si je peux poursuivre sur cette question-là, d'ailleurs, qu'est-ce qui a amené ce que ce soit adopté en Ontario? Parce qu'ils font face politiquement aux mêmes contraintes, non? Le moteur médian s'applique aussi en Ontario. Oui, c'est vrai. Disons, il reste que, comme j'ai mentionné, les tarifs sont quand même très élevés. Puis, ils font des efforts à l'égard des programmes d'efficacité énergétique pour essayer d'amener les gens à consommer moins. Mais évidemment, les programmes d'efficacité énergétique, lorsque c'est pas supporté par des signaux de prix, là aussi, c'est... Donc ici, le message de vente, c'est écoutez, une façon de réduire votre facture, c'est de changer votre... Le dernier acte que je fais avant d'aller au lit, c'est de partir le lave-vaisselle. C'est bon à savoir. Ah, ben, excuse! Oui. Oui, c'est peut-être un petit peu loin de la tarification, ma question, mais on voit de plus en plus, là, ces jours-ci, dans l'actualité, que la ressource naturelle albertaine voyage facilement de plus en plus vers l'Est. Pourquoi est-ce que la ressource énergétique québécoise a de la difficulté à voyager vers l'Ouest? Et qu'on continue à brûler du charbon en Ontario et le coût du nucléaire, et etc. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de la ressource naturelle québécoise en Ontario? Disons, les interconnexions au Canada se sont développées plutôt nord-sud. Pour une raison bien simple. Comme celle du Labrador vers la Nouvelle-Angleterre, là. Non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais disons, et c'est bien simple. Nous, comme j'ai mentionné, notre pointe est en hiver. On a une capacité de production de 45 000 mégawatts. Puis en été, 20-25 000. Donc, puis pour les États du Sud, à cause de la climatisation, leur pointe survient en été. Donc, nous, on peut leur vendre à profit à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que les tarifs sont le plus élevés dans le Sud. Donc, il y a une complémentarité ici, nord-sud, naturelle. Maintenant, le développement... Votre question a beaucoup de dimensions historiques aussi. Pourquoi est-ce qu'on a développé le nucléaire en Ontario, qui est à peu près la seule province qui a eu une centrale au Québec, il y en a une au Nouveau-Brunswick, mais ça doit faire 20-25 ans qu'on n'a pas construit au Canada, puis je pense qu'on n'est pas très optimiste pour qu'ils s'en construisent d'autres, puis même si s'en construisent d'autres, ça ne sera pas nécessairement du can-do, alors donc. Mais il faut dire que dans l'après-guerre, l'énergie de l'avenir dans le secteur de l'électricité, c'était le nucléaire. Il y a eu un grand débat à Hydro-Québec au début des années 70. Et finalement, ça a été décidé en faveur de l'hydro.
Mais à l'époque, il y avait des projets. Il y a une fameuse usine d'ozone qu'on a commencé à construire, la Prade, qui n'a jamais été complétée. Mais on avait, je pense, envisagé de construire à peu près, je pense, c'était 8 centrales nucléaires ici au Québec. Évidemment, ce qui a pris cette place-là, c'est la baie James. Il faut dire que la baie James, c'était quand même, je crois, c'était 14 ou 16 000 mégawatts. Hein? C'était quand même énorme, parce qu'une grosse centrale nucléaire, c'est à peu près 3 000 mégawatts. Alors, c'était énorme. Donc, à l'époque, on pensait que l'énergie nucléaire, c'était l'énergie de l'avenir. Au début des années 70, plus de 50 % de la nouvelle capacité aux États-Unis était nucléaire. Ah, il y a 100 usines aux États-Unis qui opèrent à peu près toutes encore. Là. Ben, c'était la vision. Ce qui a mis fin à ça, c'est Three Mile Island puis Tchernobyl. Mais justement, vous ne croyez pas que la pression financière que ça va demander à l'Ontario pour rénover leur centrale nucléaire, ça va jouer en faveur, finalement, qu'on va pouvoir écouler nos surplus? Oui, c'est possible. De façon profitable. Oui, j'ai 2 réserves là-dessus. C'est que présentement, on est en période de surplus partout, même en Ontario. Hein, on ferme les centrales. M. McGuinty avait promis depuis de fermer les centrales de charbon. Il n'était pas capable parce qu'il n'y avait pas de remplacement. Là, avec la chute de la demande, la demande a réduit en Ontario parce que le secteur industriel, il va pas très bien en Ontario. Donc, il y a une baisse de la demande. Puis aussi, il y a eu l'arrivée du gaz, là, pas cher. Donc présentement, il y a des surplus un peu partout. Donc, dans les médias, il n'y a pas de pression très forte à échanger. Je voudrais vous dire, on dit que c'est pas très développé. Dans le système nord-américain, Hydro-Québec et Hydro-Ontario sont parmi les systèmes les plus interconnectés avec les voisins. Les plus interconnectés. Hydro-Québec a une capacité, je crois, à peu près 8000 mégawatts d'interconnexion avec les voisins. L'Ontario, c'est pas très loin du même ordre aussi. Ailleurs aux États-Unis, même si on parle de marché ouvert aux États-Unis, la capacité d'échange entre les États, c'est pas du tout de cette taille-là. Donc, s'il y a des développements, c'est pas dans les médias. Mais aussi, un point qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on entend ce discours-là assez souvent, puis ça m'agace un peu, c'est que la nouvelle hydro au Québec, elle coûte cher. Hein, la romaine... On parle de à peu près 9 cents le kilowattheure. L'électricité qui était prévue dans le plan Nord là, de la première mouture, c'est pour l'électricité, ça, en étant généreux, à 15 cents. Or, présentement, il n'y a pas de marché pour de l'électricité à 10 cents. Il n'y a pas de marché pour de l'électricité à 10 cents. Le contrat qu'on a signé avec le Vermont, il y a 2-3 ans, ça s'est signé sur Moribonne à 5,5 cents le kilowattheure. Au Québec, on est pas capable de développer à 5,5 cents le kilowattheure. Manitoba aussi aimerait bien vendre en Ontario, eux autres aussi dans le Nord. Mais là aussi, on parle de l'électricité à 12-13 cents. Même en Ontario, l'électricité à 12-13 cents, présentement, il n'y a pas preneur. Il n'y a pas personne qui se présente ici à la frontière du Québec et dit « Je veux signer, moi, des contrats pour développer telle rivière. » Ah non. À 10-12 cents, à cause de l'arrivée du gaz de schiste, le prix a chuté pour pas mal 10-15 ans encore. Oui. Oui, Jean-Thomas, merci beaucoup pour ton exposé qui m'a rappelé des bons souvenirs lorsqu'on était collègues en 88. Donc, Jean-Thomas, c'était le champion des anecdotes à l'heure du lunch sur toutes sortes de sujets. Dans le contexte que tu viens de décrire, qu'est-ce que tu penses de l'éolien? Quel est l'avenir de l'éolien dans notre coin? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à le développer ou on attend que les surplus soient éteints? Pas présentement, parce qu'on est en période de surplus. Puis l'éolien, tu sais, le dernier grand appel d'offres, ça avait été de 2000 mégawatts. C'était quand même vendu à 10,3. Depuis, le gouvernement continue à développer. Là. Je crois qu'il y a eu un appel d'offres de 400 il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'au total, ils veulent développer un autre 800 mégawatts. Mais la ministre, à l'époque, Mme Ouellette, a dit, écoutez, il faudrait peut-être penser à instaurer un prix plafond de 9,5 cents. Présentement, il n'y a pas de marché pour l'électricité à 9,5 cents. Avant l'arrivée du gaz de schiste, l'Hydro-Québec, en été, vendait en moyenne à peu près à 9 cents le kilowattheure. Donc, tu sais, on est rendu dans les zones rentables là, pour ces choses-là. Et avec l'arrivée du gaz de schiste, depuis 5-6 ans, 5 ans à peu près, ils ont de la misère à aller chercher 3-4 cents.
Donc, il n'y a pas de projet au Québec que tu peux développer de façon rentable à ces prix-là. En tout cas, pour le proche avenir, c'est ce qui est sur la table. Est-ce que tu vois qu'à moyen terme, ça pourrait changer? Est-ce que l'augmentation de la demande à travers le continent va... La demande d'électricité continue de croître, mais à un rythme beaucoup plus lent aujourd'hui. On parle, je crois, d'un 1,5 par année, là. Évidemment, s'il y avait si on convertissait beaucoup du secteur des transports à l'électricité, peut-être que ça créera une demande additionnelle très importante. Mais pour l'éolien, encore une fois, on a une dotation hydroélectrique unique au monde. On n'a peut-être pas seulement apprécié ça, mais c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autre endroit au monde où l'électricité se vend au résidentiel à 16 cents de kilowattheure. Même en France, c'est de l'ordre de 12 cents, puis c'est probablement un des moins chers en Europe. L'Allemagne qui a misé sur l'éolien, comme tu sais, ben, les tarifs, c'est 35 cents. Hein? Alors, c'est de l'argent, 35 cents, ça. Mais pour l'éolien, ici au Québec, évidemment, sur la technologie, on n'a pas d'avantage par rapport aux autres. Là. La technologie, c'est à peu près la même partout dans le monde. Hein? C'est quelques grandes entreprises qui ont développé ça. Puis... Donc, est-ce qu'on a des sites qui seraient à ce point avantageux par rapport aux autres? Bien, ils vendent à bien des endroits dans le monde aussi. Hein? À la Pocatière. En avait! Okay. Ben, il ne me reste plus qu'à remercier Jean-Thomas de nouveau pour sa présentation et j'inviterai la famille Parizeau, Michel, pour les photos officielles.